Salut la Bulls Nation, j'espère que vous allez bien. Alors, je sais que d'habitude, je dis que je préfère faire des vidéos relativement courtes, qui sont autour des 20 minutes. Mais là, je ne vais pas avoir le choix de faire beaucoup plus long parce que depuis la dernière vidéo, il s'est passé tellement de choses, tellement de matchs. Mais surtout, on a fait ce voyage proprement ahurissant à Chicago qui a été mais une dinguerie absolue du début à la fin. Avec voilà, tout, on a vécu des moments absolument magiques tout le long. Le match en loge face à Boston avec le shoot de Kevin Huerter à la fin, la cérémonie du retrait de maillot de Derrick Rose dans la foulée, le match en loge face aux Lakers qui a été un peu plus compliqué avec LeBron et Lucas qui nous ont défoncés, mais on reviendra sur les matchs en eux-mêmes un peu plus tard. Euh, mais voilà, ça a été un voyage absolument monstrueux euh, où voilà, on a fait tellement de choses. On était un groupe de 8 personnes. Et sur ces 8 personnes, il n'y en avait que 2, moi et ma copine, qui avions déjà été à Chicago avant. Donc on a fait visiter la ville aux autres. On a vu des endroits, mais tout simplement énormes. On a été au musée du sport. On a été au 360 Chicago, au 94e étage de l'observatoire, pour avoir des vues sur la ville qui sont imprenables. Et en plus, avec la neige qu'il y a eu, voilà, ça rendait le truc encore plus fou. Euh, on a visité Chicago aussi avec voilà, les blues bars, le Bean, la Riverwalk, le Navy Pier. On a mangé des deep dish pizza, on a bu des bières locales. Bref, on a grave profité de Chicago malgré le froid polaire, mais un froid absolument impressionnant. Vendredi, la semaine dernière, c'était le pire jour. Il faisait -22 et avec le vent, c'était -32 en ressenti. Enfin bref, c'était une dinguerie. Et les autres jours, il faisait -14, -8, voilà, c'était tout des températures de ce style. Mais il y a un endroit où il faisait pas froid, c'est dans le bureau des Bulls, qu'on a eu la chance de visiter avant le coup d'envoi du match face aux Lakers lundi. Et déjà, bon, les bureaux en eux-mêmes, il y a des décors extraordinaires, il y a plein de trucs un peu partout qui sont vraiment super fun. Et on a eu une surprise extraordinaire puisque Joakim Noah s'est pointé et a été voilà hyper sympa pour prendre des photos avec tout le monde, discuter un moment, raconter quelques anecdotes et tout. Il est resté ouais facile 15-20 minutes pour vraiment prendre le temps avec tout le monde. Bon, il y avait notre groupe de 8 plus un autre groupe. On était une quarantaine de Français. Et voilà, il a vraiment pris le temps avec tout le monde, tranquille, peinard. Et c'était un moment magique, quoi. C'était juste un moment magique d'avoir Joachim Noah, qui est évidemment une figure légendaire de cette franchise, d'être là pour nous, entre guillemets, et de vraiment nous faire kiffer à fond juste avant le match, quoi. Et sur ce match contre les Lakers, j'ai même eu, perso, l'occasion d'être équipé d'un micro. Donc voilà, ils ont filmé mes réactions tout le long du match et donc ils ont enregistré évidemment tout ce que j'ai dit pendant tout le long du match. Alors apparemment, ce sera visible sur le compte Instagram officiel des Bulls en français, qui s'appelle les Chicago Bulls, mais je sais pas quand. Donc on va garder un œil sur ça et ça risque d'être assez épique parce que je peux en dire des conneries quand même quand je m'y mets. Donc bref, c'était voilà, une soirée pleine de surprises qui était la dernière à Chicago pour une grande partie de notre groupe parce que c'est là que ça a commencé à se compliquer un petit peu le mardi. Euh, donc, on était sur notre groupe de 8, 5 qui repartaient direction Paris et 3 qui repartaient direction Londres. Quasiment à une heure d'intervalle, on partait tous en même temps. Euh, le groupe qui partait à Londres, on était censé partir à 18h45. On monte dans l'avion, on s'installe, on est prêt à partir, tout va bien. Moi, comme je fais d'habitude, je m'installe, je mets ma ceinture, je tombe direct. Moi, je dors partout, c'est pas un problème. Je me réveille au bout d'1h30, on est encore là. Je fais, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas bougé. Et non, on n'a pas bougé. Et on ne sait pas ce qui s'est passé en fait. Apparemment, ils ont chargé trop de poids dans les soutes à bagages. On a vu des types arriver, ouvrir la soute, enlever des trucs, en remettre. Et, et on ne sait pas, on n'a rien capté. Même le pilote, il faisait des annonces toutes les demi-heures à peu près pour nous tenir au courant. Et plusieurs fois, il a dit, j'en suis à 37 ans de carrière, j'ai jamais vu un truc pareil, je sais pas ce qui se passe. Euh, donc voilà, on est tous là, c'est quoi ce délire, tu vois? On est resté
4 heures dans l'avion, sur le tarmac, on n'a pas bougé. Et au bout de 4 heures, ils nous ont annoncé que si on partait, même si on partait maintenant, avec la durée du vol qu'il allait avoir, l'équipage allait être au-delà des heures légales qu'ils étaient censés travailler. Et donc, du coup, on partait pas. Donc, ils nous font sortir de l'avion. Donc là, c'est à peu près 11h30 du soir, tu vois. Donc, on est tous éclatés, fatigués, frustrés, énervés, tout ce que tu veux. Euh, on se retrouve donc dans l'aéroport et puis on attend des news, quoi. À un moment, ils nous disent peut-être que vers minuit et demi, on peut repartir si un autre équipage se pointe pour faire le vol à la place du premier. Finalement, non. Après, on reçoit des mails pour dire ouais, on va vous rebooker sur un vol à 5h de l'après-midi le lendemain. Et puis au final, ce vol il est annulé alors qu'on est encore toujours dans l'aéroport à 1h du matin, donc on ne sait toujours pas. Finalement, ils nous arrangent des hôtels à droite à gauche pour faire la nuit et puis essayer de repartir le lendemain. Ils nous arrangent ils nous filent des coupons pour de la bouffe et pour les trajets en Uber, etc. Donc voilà, on passe la nuit à Chicago et on est arrivé à notre hôtel, c'était 2h30 du matin. On est retourné à l'aéroport vers midi pour tenter de se mettre sur un autre vol, récupérer les bagages qui sont restés là-bas pendant la nuit. On a finalement pu prendre celui de 18h45 le mercredi au lieu du mardi. Et ça nous a fait arriver à Londres jeudi vers 10h. Et après, le temps de rentrer à la maison, quoi. Donc voilà, on a eu 24 heures de rab à Chicago, mais quasiment 24 heures de rab dans l'aéroport de Chicago. Donc pas super fun. Pas super fun. Néanmoins, dans tout ce bordel, on a fait une rencontre totalement... what the fuck. On venait de passer, donc on va remettre dans le contexte, on venait de passer 4 heures dans un avion qui n'a pas décollé. On a dû attendre plus de 2 heures avant de savoir ce qui allait se passer. Est-ce qu'on reste ici? Est-ce qu'on peut partir? Etc. On est tous fatigués, on est énervés, on est frustrés. Il y a notre Uber qui arrive pour nous amener à notre hôtel et le seul truc qu'on veut maintenant c'est aller se coucher parce qu'on en a marre, on est éclaté, on n'en peut plus. On se met dans le Uber et là le chauffeur il se retourne, il fait est-ce que vous êtes allergique aux chats? Et nous on se regarde, c'est genre on est tous les trois là, qu'est-ce qu'il nous raconte? Non, non, on n'est pas allergique, non. Et là, du siège passager, il te sort un chat en peluche, il commence à le caresser en faisant miaou, miaou, miaou. Et sur le coup de la surprise, on s'est tous mis à hurler de rire, on a éclaté de rire, parce qu'on était tellement, tu vois, et en fait, c'est un mec, ce chauffeur Uber qui nous a amené à l'hôtel, il fait des vidéos YouTube où justement il filme les réactions des gens tout le temps là, quand il fait ce truc là, quand il récupère des gens. Et donc il a sa chaîne YouTube qui s'appelle My Crazy Cat 2025. Et en fait voilà, c'est des montages où à chaque fois qu'il fait le coup à quelqu'un, il filme les réactions en fait. Et nous, après tout ce qui s'est passé depuis les 7-8 dernières heures qu'on n'en peut plus et tout, je pense que c'est exactement ce qu'il nous fallait. Un moment détente pour se relâcher, essayer, tu vois, et c'est ce qu'il nous a dit après, pendant qu'il nous amenait, il disait, voilà, moi je fais ça pour... voilà, les gens sont tellement parfois un peu sur les nerfs, machin. Justement, quand il arrive des trucs comme ça, des vols annulés, des trucs, voilà, ça détend l'atmosphère et tout. Et c'est vrai que franchement, sur le coup, ça nous a... Waouh, ça nous a relâché. Mais franchement, et allez voir sa chaîne, My Crazy Cat 2025, mais le mec est barré complet, quoi. Du coup, on est arrivé à l'hôtel, c'était 2h30 du matin, on s'est remis des vidéos de sa chaîne YouTube et ça nous a détendu à bloc. Parce qu'on était tellement... qu'au final, waouh, ça a eu exactement l'effet voulu, ça a été extraordinaire. Mais bref. Donc, par contre, on part donc de Chicago le mercredi, on arrive le jeudi en fin de matinée. On est éclaté, je rentre à la maison. Et là, par contre, je me rends compte que mon compte Twitter a été piraté. Alors, je fais des démarches, des emails, des machins, des trucs pour essayer de le récupérer. Impossible. Le mec la personne qui a piraté mon compte a changé l'adresse mail pour pouvoir y accéder, a mis la double sécurité, donc impossible. Impossible. Donc, j'ai dû recréer un nouveau compte Twitter, mais je sais parfaitement que je ne retrouverai jamais tous les abonnés que j'avais avant. J'en avais plus de 4000. Et puis surtout, voilà, il y avait dans les DM, il y avait plein de trucs, quoi. Donc, voilà. Donc, désormais, je suis à French Bulls Fan, tiré du 8 à la fin. Et voilà, suivez-moi là-bas si vous ne l'avez pas déjà fait.
De toute façon, je mets un lien dans la description comme je fais à chaque vidéo. Mais ouais, je suis totalement dégoûté et frustré de ouf d'avoir perdu ce compte parce que ça faisait 12 ans que je l'avais. Il y avait des messages privés d'anthologie avec des gens qui bossent pour les Bulls, des amis que je me suis fait à Chicago ou ailleurs au fil des années. Donc ouais, c'était vraiment jeudi une journée hyper frustrante de perdre ça. C'est qu'un compte Twitter, mais voilà, il y a tellement de souvenirs associés à ce truc-là que franchement, je suis mais dégoûté. Donc j'espère que ce connard est fier de lui, parce qu'en plus, il a juste posté un truc sur de la crypto. Donc voilà, c'est vraiment un spam de merde. Et en plus, derrière, il m'a bloqué. Donc voilà, la totale. La totale de ce fils de pute. Donc bref, je vais y arriver ou pas? Ouais, suivez-moi sur l'autre compte Twitter. Donc je mettrai le lien en description. Et puis voilà, donc on va revenir sur les matchs quand même qu'on a vécu ces derniers jours. On va parler un petit peu basket parce que on s'était quitté sur la très belle victoire face aux Clippers avec des stats hallucinantes dans tous les sens. Et donc ça c'était le mardi, il y a une dizaine de jours. Mercredi, vol à Chicago. Jeudi, déplacement à Minnesota qu'on a regardé dans un bar à Chicago. Alors, à Minnesota, on a maintenu notre line-up avec nos deux intérieurs, malgré le retour de Josh Giddey, qui était remplaçant et en limite de minutes sur ce match-là, ce qui est normal parce que c'était le premier match qu'il jouait depuis 3 semaines. Et c'était un très bon match en fait, face à une équipe qui est sur une série pas évidente à ce moment-là, mais qui reste une équipe qui est de grande qualité, qui est une très bonne équipe qui va aller faire les playoffs et qui va aller loin. Et on a fait jeu égal quoi. On a fait un super match avec probablement l'une des meilleures prestations de notre duo de deux intérieurs justement. De bons efforts défensifs, des contests de qualité, des mains actives pour elle en transition. Aye qui a été excellent comme d'habitude. Jalen Smith, tout ce qu'il a fait, c'était bon, c'est exactement ce qu'il fallait faire dans les contests et dans les attaques du cercle de l'autre côté, l'adresse extérieure. Et justement, l'adresse extérieure, on a bombardé de manière hallucinante sur ce match. 17 sur 39 avec 9 joueurs différents qui ont inscrit un panier à 3 points. C'est pas genre un type qui a pris feu et puis voilà, il a bombardé dans tous les sens. Non, 9 joueurs différents qui ont inscrit 17 paniers à 3 points au total. Donc ça nous a permis ce soir-là de s'imposer 120 à 115 sur le parquet de Minnesota, ce qui est quand même pas dégueulasse du tout, hein, c'est une super perf. Et en plus, ça ramenait notre bilan à l'équilibre, 22 victoires, 22 défaites, avec donc l'occasion, 2 jours plus tard, au United Center, face à Boston, pour le retrait du maillot d'Eric Rose, de passer en bilan positif si on gagnait ce match-là quand même. Ce qui aurait été une première fois depuis fin novembre, donc quasiment 2 mois. Et comme les Celtics, le vendredi soir, la veille du match face à Chicago, ils étaient à Brooklyn et qu'ils ont joué 2 prolongations ce soir-là, on se dit, ils sont peut-être un peu fatigués, il y a peut-être une chance de gagner ce match, ce qui serait une manière superbe d'honorer Derrick Rose, dont on retire le maillot dans la foulée. Et c'est exactement ce qui est arrivé, avec une performance là encore de bonne qualité face à une très belle équipe, où on a fait de très bonnes choses des deux côtés du parquet. Une nouvelle fois, une adresse monumentale à 3 points et ce finish incroyable qui a été signé par Kevin Huerter. Mais avant d'en arriver à ce dernier shoot, on a vu de bonnes choses, franchement. Une vraie volonté déjà, dès les premières minutes, de ne pas gâcher la soirée, de bons efforts, une grosse énergie d'entrée. Dès les premières possessions, tu vois qu'on est focus, qu'on a envie de bousculer cette équipe. Peut-être justement en se disant, hier ils ont fait 2 prolongues, nous on n'a pas joué hier, donc on est plus frais, il faut y aller, il faut mettre de l'impact. C'est exactement ce qu'on a vu. Et puis aussi, on a démarré une nouvelle fois une pluie de 3 points. Ou plutôt une neige de 3 points, je ne sais pas si ça se dit, mais avec la neige qui tombait en dehors du United Center ce soir-là, voilà, ça tombait dans le United Center et ça tombait hors du United Center parce que on a eu une adresse à 3 points absolument phénoménale sur ce match-là une fois de plus, quoi. Et en fait, à part une période un peu compliquée dans le deuxième quart-temps où on a un peu plus de mal offensivement et de l'autre côté, on se fait ouvrir par un Jaylen Brown qui est intenable en 1 contre 1 et un Derrick White qui fait parler son QI basket. Lui en plus, il n'avait pas joué le match de la veille, donc il était un peu plus frais que les autres. Mais à part cette période-là, on est vraiment bien dans ce match. Et on va encore hausser l'intensité d'un cran dans le 3e quart-temps, avec belle circulation de balles, du rythme, un bon équilibre entre les tirs lointains et les shoots près du cercle, avec Vucevic qui est plus recherché et impliqué qu'en première mi-temps où on ne le voyait pas trop.
Il y a très peu de déchets, c'est fluide. Le seul qui a un peu de mal, c'est Josh Giddey qui va perdre plusieurs ballons, mais vraiment à la con, sur des passes trop faciles à lire pour une défense aussi expérimentée et solide et intelligente que celle des Celtics. Les mecs, ils savaient exactement où se placer, mettre les mains et récupérer des ballons. Donc, ils se sont relancés comme ça, avec pas mal de transitions aussi. Tu as aussi Anthony Simmons qui rentre beaucoup de paniers à 3 points. Il y a pas mal de hustle play qui permettent à Boston de rester dans le match aussi. Dans la dernière minute, ou même quasiment dans les dernières 30 secondes, il y a Jalen Smith qui loupe une claquette dunk. Dans la foulée, Jalen Brown va égaliser à 111-111. Donc voilà, fin de match à suspense encore une fois. Et nous, on est dans notre loge tout en haut du United Center, au niveau des bannières. On se dit, qu'est-ce que c'est que ce match de dingo qu'on est en train de vivre, tu vois? Et encore une fois, on est 8 dans ce groupe. Il n'y en a que 2 qui étaient à Chicago avant. Donc pour tous les autres, c'est leur premier match au United Center. C'est leur premier match de NBA tout court. Même s'il y en a un ou deux qui étaient au match à Paris aussi. Il y a quelques années entre les Bulls et les Pistons. Mais voilà, découverte du United Center face aux Boston Celtics en loge. Et là, tu as ce match totalement ouf, quoi, avec un excellent niveau des deux côtés qui va se jouer sur la dernière possession. Et cette dernière possession, elle est parfaitement réalisée. Josh Giddey, tête de raquette, qui temporise, qui décale Kobe White sur l'aile, qui décale Kevin Huerter euh, dans le corner. Shoot à 3 points, la dernière seconde. Boum, filoche. Shoot monumental. 114-111 à 0,2 secondes de la fin. Et Kevin Huerter, il a essayé de recréer la célébration de Derrick Rose en 2015 contre les Cavs, où il est là, genre stoïque, il bouge pas, il dit rien, dans les bras de Joakim Noah. Il a un peu fail, c'était pas franchement bien réussi, mais voilà, c'était fun. Et derrière, Boston a même failli marquer, mais bon, parce que sur la remise en jeu, le gars qui a récupéré la balle, je sais plus qui c'est, je crois que c'est Derrick White, mais je sais plus, euh, il récupère la balle en l'air et il envoie un truc direct avant de retomber au sol. Et ça tape la planche, ça touche le cercle et ça ressort. Mais je sais pas s'il l'aurait compté vraiment, mais enfin en tout cas, c'est pas possible. Mais bref, c'est un détail, on s'en fout. On a battu les Boston Celtics. On est en bilan 23-22. Et donc là, il n'y a plus qu'à s'installer peinard dans nos sièges et observer la cérémonie de retrait du maillot de Derrick Rose. Avec son lot d'émotions fortes. Déjà, t'as plein de messages qui défilent sur les écrans géants pour féliciter Derrick Rose. T'as des gars comme Karl Anthony Towns, LeBron James, Steph Curry, Zach LaVine, Jalen Bronson, son ancien coach à Simeone. Enfin, il y en a plein qui défilent. BJ Armstrong, Stacey King, etc. Plein d'anciens coéquipiers. Taj Gibson, Luol Deng, Joakim Noah, Kirk Henrik, bref. Il y en a vraiment toute une chier. Et ça se termine par Scottie Pippen et Michael Jordan dans un vacarme ahurissant dans l'United Center. T'entends même pas ce qu'il dit sur l'écran géant. Et le mec, il a plus foutu les pieds au United Center depuis, je crois que la dernière fois, c'était il y a 15 ans, quand on avait fait une cérémonie pour fêter les 20 ans du premier titre. Et là, dans la vidéo, il te dit qu'il a hâte de venir au United Center pour voir le maillot de Derrick Rose au plafond, pas loin du sien. Donc voilà, là, le United Center, il est en feu à ce moment-là. Il fait moins 15 dehors, il y a de la neige et tout, mais dans le United Center, c'est le feu complet. Personne n'a froid, je te dis tout de suite. Ensuite, tu as Joakim Noah, Taj Gibson, Luol Deng et Tom Thibodeau. Pareil, ça faisait un moment qu'on l'avait plus vu au United Center, à part quand ils venaient pour coacher les Knicks ou autres. Ils sont sur le parquet et ils parlent à Derrick Rose chacun leur tour. Et lui, à son tour, va parler pendant plus de 20 minutes pour rendre hommage à tous ses coéquipiers, à toute sa famille un par un, ses frères, sa mère, sa femme, ses enfants, etc. Donc c'est rempli d'histoires émouvantes, etc. Et après, euh, bah voilà, lui et ses enfants appuient sur un bouton qui font descendre le truc et on voit son maillot enfin au plafond du United Center, à côté, fièrement, à côté de ceux de Jerry Sloan, Bob Love, Scottie Pippen et Michael Jordan, quoi. Et comme on l'a dit plein de fois, c'est totalement mérité. C'est totalement mérité. Peu importe ce que certains peuvent dire sur Twitter et tout, voilà, qui sont pas des fans des Bulls, tu vois, et qui comprennent pas le truc. Rose mérite son maillot retiré. Est-ce qu'il a gagné un titre? Non. Mais il est la seule personne, la seule personne sur les 28 dernières années qui a fait penser aux fans des Bulls que c'était possible qu'on aille en chercher un autre. Qu'on pouvait éventuellement gagner un 7e titre. Que lui seul a rendu ça possible. Lui seul.
personne d'autre. Lui seul a été capable de faire ça, de faire vivre, de transmettre ça à cette franchise, à cette fanbase, à cette ville qui est la sienne. Et juste pour ça, il mérite le respect et le retrait de son maillot. Donc Pou, merci pour tout. Je t'aime. Voilà, franchement, ça a été extraordinaire de pouvoir vivre ça sur place aussi. C'était un moment extrêmement, extrêmement fort pour tout le monde. Donc, ouais, de grosses, grosses, grosses soirées avec énormément d'émotions. Donc, c'était vraiment, vraiment top. Et donc, du coup, derrière, ça nous fait une série de 4 victoires consécutives, bilan positif, avec, dans cette série de 4 victoires consécutives, 2 constantes tout de même, des efforts défensifs plus visibles. Hein, pas seulement avec le line-up à 2 intérieurs, mais dans l'ensemble, de bons efforts. On a vu plein de bonnes choses, comme s'il y avait un peu plus d'automatisme qui arrivait enfin à se mettre en place. Après tout, hein, ça fait que 45 matchs qu'on joue, donc ce serait bien qu'au bout d'un moment, on arrive à avoir quelques repères. C'était pas toujours flagrant, mais voilà, sur ces 4 victoires, voilà, avec quand même de grosses équipes dans le lot, hein, à Minnesota et Boston, c'était pas gagné d'avance. Voilà, on a sorti des performances à ce niveau-là qui étaient largement au-dessus de ce qu'on a pu montrer tout le reste de la saison. Et en même temps, c'est pas compliqué parce qu'on est une des pires défenses de la ligue. Donc, dès que tu fais un peu des efforts, tu te dis, ah voilà, là c'est déjà mieux que ce qu'on a vu sur 90% des matchs. Donc, forcément, voilà. Mais surtout, donc, défense qui est un peu mieux, un peu plus active, un peu plus impliquée. Mais surtout, on a bénéficié, et c'est très bien, mais ça me fait aussi un petit peu tiquer dans l'autre sens. On a bénéficié d'une adresse absolument indécente à 3 points. Indécente. 82 sur 183 à 3 points sur ces 4 matchs. Ça fait 45,6%, ce qui est énormissime. C'est magnifique, c'est génial, très bien. Quand ça arrive, il faut en profiter. Le problème, c'est que tu ne peux pas tout le temps faire ça. Et tu ne peux pas baser ton attaque sur ça. Et tu ne peux pas juste te dire, c'est bon, on va mettre plein de 3 points ce soir et puis ça va suffire. Non. Et quand ces shoots-là vont logiquement moins rentrer, qu'on va perdre en adresse à 3 points parce que tu ne peux pas tourner à 46% à 3 points tout le temps, eh bien, il faut trouver d'autres solutions et c'est pas tout le temps ce qu'on a vu cette saison, voire très peu souvent quand même. Et justement, le match suivant, le lundi face aux Lakers, c'est un petit peu ce qu'on a vu. On a eu moins d'adresses à 3 points, on a perdu énormément de ballons, notamment dans la première mi-temps, et ça nous a mis ça nous a mis dans la merde direct, quoi. Au milieu du deuxième quart-temps, on avait 20 points de retard déjà. On a fait des choix balle en main qui étaient très très compliqués. Et puis on a été notre défense a été totalement dominée par LeBron James à 41 ans, qui nous a fait la misère dans ce deuxième quart-temps justement pour amener pour amener les Lakers à 20 points d'avance. Et Luka Doncic. Luka Doncic, il a été injouable. Il nous a détruit toute la soirée. Il est d'une insolence absolument ahurissante. Le mec, il t'a mis 46 points, 12 passes décisives, mais dans le plus grand des calmes, avec des passes où il est dans un corner et il trouve le gars coéquipier, le coéquipier démarqué dans l'autre corner, mais sur des passes, mais d'une propreté, d'une technique, d'une maîtrise, mais c'est absolument dingue. À voir en live, franchement, c'est waouh, waouh. Honnêtement, j'ai fait 9 matchs des Bulls en live. J'ai vu personne nous défoncer autant que Luka sur ce match-là. Non, ce qu'il a fait là, c'était Luka Magic. Non, franchement, ce mec est hallucinant, hallucinant. Et donc, on se retrouve mené assez largement. On va quand même réagir dans le troisième quart-temps. On va faire un excellent run pour revenir de moins 20 à moins 1, avec plus de rythme, avec plusieurs shoots de loin. Voilà, on va à ce moment-là avoir quand même une certaine adresse extérieure qui va nous faire du bien. Et on a même 2 possessions de suite où on a l'opportunité de passer devant au score. On est mené 81-80. On loupe ces deux possessions où on aurait pu passer devant. Et derrière, on se prend un end-one. Derrière, on concède 2 rebonds offensifs. On perd 2 ballons. Et là, par contre, les Lakers, ils reprennent 10, 12, 15 points d'avance. Ils vont gérer ça jusqu'à la fin. On n'aura plus aucune chance. On a laissé passer cette opportunité-là en loupant ces 2 shoots-là. Et derrière, c'est terminé. Les Lakers vont gérer. Rui Hachimura, énormissime. J'adore ce joueur. S'il pouvait venir aux Bulls, je kifferais ça. LeBron, Luka, ils nous ont dominé de la tête et des épaules. Et on n'a rien pu faire. On n'a rien pu faire. Défensivement, on n'a pas les joueurs capables de ralentir Luka Doncic. Ou même LeBron à 41 ans, quoi. Et donc, on a subi plus qu'autre chose toute la soirée. Et du coup, fin de la belle série de victoires. On aurait aimé terminer le trip à Chicago avec 2 victoires. Mais on devra se contenter de 1-1.
ce qui est pas si mal au final. Et on a quand même vécu un moment sympa dans ce match-là parce que Kobe White a dépassé Kirk Henrik au nombre de 3 points inscrits chez les Bulls. Et donc Kobe White est désormais deuxième all-time dans cette franchise au nombre de paniers à 3 points inscrits. Seul Zach LaVine est devant lui. Et donc si Kobe White est encore là après la deadline, ça c'est encore un autre sujet, on va pas en revenir sur ça maintenant. Mais s'il est encore là après la deadline, il va passer premier d'ici la fin de la saison. Donc voilà. Donc défaite face aux Lakers. Assez logique parce qu'on a eu du mal vraiment sur ce match-là. Et 2 jours plus tard, pendant que nous on était à l'aéroport bloqué, hein, on était à Indiana et c'était le début de la fameuse série de 4 matchs en 5 jours avec 2 back-to-back. Et sur ce match-là, on a le droit au retour de Josh Giddey dans le 5 de départ parce que jusque-là il était remplaçant avec une limite de minutes. Et donc du coup ça décale Smith sur le banc, donc on décide d'abandonner le line-up à 2 intérieurs pour ce match-là. Et malgré ça, on signe un très 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 bon début de match. On met des points à l'intérieur, il y a de l'adresse extérieure. Indiana a du mal à attaquer le cercle. Ils ont dû attendre les 23 dernières secondes du premier quart-temps pour mettre un panier dans la raquette. Avant ça, c'était des shoots à 3 points, des lancers francs, peut-être quelques mid-range aussi, mais pour accéder au cercle, on a fait des bons efforts. Ils ont eu du mal à le faire. Donc, sur ce premier quart-temps, on a été très très bon. On a eu un peu plus de mal par la suite et tu as l'impression que plus les minutes passaient et plus Indiana, petit à petit, commençait vraiment à prendre le contrôle du match avec beaucoup d'efforts défensifs, avec des gars comme Mathurin, McConnell, etc. On le sait, à chaque fois, ces mecs-là, ils nous emmerdent au maximum. C'est des pestes défensives, ils perturbent toutes nos attaques. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur ce match-là. Il a fallu compter sur un énorme Ayo en deuxième mi-temps, avec des drives à répétition, des N1 pour nous maintenir dans le match. Mais on a même vraiment, comment dire, pris l'ascendant grâce à ça. Et on a même mené de 13 points à genre 10 minutes de la fin, grâce à Ayo qui met 2 N1 consécutifs pour débuter le 4e quart-temps. Et là on se dit, si on n'est pas trop con, on arrive à bien s'en sortir. Sauf que, après ça, on va totalement perdre les pédales. On va s'écrouler petit à petit. Les Pacers vont intensifier leur défense. On va perdre des ballons. On va concéder des transitions. Et Pascal Siakam, qui était bien mais sans plus jusqu'ici, il va commencer à nous enchaîner. Des lay-ups, des shoots en mid-range, des post-up. Là, il va nous défoncer petit à petit au fil des minutes. Et on avait déjà vécu ça lors du dernier déplacement à Indiana. C'était en fin novembre ou début décembre, je ne sais plus. Mais pareil, on avait une avance de 10 points à peu près dans le 4e quart-temps. Et derrière, on s'est fait allumer. Et on a perdu cette avance et on avait perdu justement sur un shoot de Siakam dans les dernières secondes. Et là, quasiment la même chose, sauf que Siakam n'est pas tout seul. Naismith rentre 2 paniers à 3 points en forme de dagger un petit peu pour nous. Et les Pacers, sur les 6 dernières minutes du match, ils vont signer un run 22-7 qui font que notre avance de 13 points, terminée, rideau, et les Pacers vont finir par s'imposer de 3 points au final. Et voilà, tu perds ce match de manière un peu hallucinante, alors que pendant... Bon, même s'il y a eu des périodes un peu difficiles, mais pendant 3 quarts temps, t'étais bien, t'étais dedans, t'as fait des bons efforts, t'as été... Et derrière, tu le craques à la fin, quoi. Tu le craques à la fin, et ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Surtout contre une équipe d'Indiana qui reste dans les bas-fonds du classement, même s'il y a eu un sursaut par-ci par-là de leur part, ils ont gagné quelques matchs intéressants dernièrement, ils sont allés gagner à OKC notamment, mais t'avais ce match en main, et si tu veux vraiment être ambitieux, tu peux pas lâcher ce genre de match, quoi. T'as pas le droit, surtout quand tu sais que derrière t'affrontes Miami 3 fois et que Miami, à chaque fois, ils te défoncent. Quand on les a joués en début de saison, ils nous ont mis 130 et quelques points. Donc voilà. Et donc justement, ce match à Miami, contre Miami, au United Center, qui était le match qui avait été reporté et donc qui était reprogrammé ce soir-là, cette fois-ci, Josh Giddey, il n'est pas là. On le met titulaire la première fois la veille. Petit souci qui revient un petit peu derrière la jambe, donc du coup, il est pas là. Jones est toujours pas là non plus, hein. Il s'est blessé dans le match à Minnesota, j'ai oublié de le dire ça, parce que le match à Minnesota, Trey Jones était excellent sur ce match-là, et notamment sur la fin, il a mis des lay-ups importants, mais derrière, absent contre Boston, absent contre les Lakers, et là il est toujours absent, donc voilà, ça c'est vraiment un truc vraiment embêtant pour nous, parce que voilà, son intelligence de jeu, sa défense et tout, ça manque énormément, sa création. Et là, si en plus Giddey est pas là, ça fait quand même 2 meneurs de jeu en moins. Et donc,
ça nous a fait un match assez pauvre en termes sur le plan collectif, de spacing, de pace. On a eu beaucoup de mal à créer quoi que ce soit. On a pris beaucoup de shoots compliqués en fin de possession parce qu'on n'avait pas le choix, il fallait bien shooter, quoi. Mais on n'a pas vraiment réussi à mettre des trucs collectifs de qualité en place, quoi. Donc voilà, la plupart du temps, c'était des tirs forcés. Mais il faut dire aussi que la défense de Miami est juste excellente, notamment avec un gars comme Kelly Ware que perso j'adore, lui aussi, hein, comme Hachimura, s'il veut venir aux Bulls un jour, pas de problème, tu viens mon gars, où on signe, tu me dis et c'est parti. Et voilà, ce mec, il a contré des trucs, il a dévié plein de shoots avec ses longs bras, avec son énorme envergure. Et il y a plein de fois où on drivait, on allait au cercle et on changeait la trajectoire de nos shoots pour essayer d'éviter le contre. Mais ça faisait des shoots, ben voilà, pas franchement de bonne qualité. On a balancé des briques en pagaille, on a eu des séquences de plusieurs minutes où on mettait pas un point, et par contre de l'autre côté, ben, on se faisait ouvrir. Et en plus derrière, on arrive à la mi-temps, on perd Jalen Smith en plein match. Donc voilà, tu perds Guidé avant le match, tu perds Jalen Smith pendant le match. Là, ça commence à faire beaucoup en termes de blessures, sachant que Collins c'est toujours pas là, Jones c'est toujours pas là, etc. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Tu as la fatigue du back-to-back qui commence à venir aussi. Tu te dis, ça va être très très compliqué. Et à ce moment-là, il y a un gars. Il y a un gars côté Chicago qui a dit non, moi je refuse qu'on baisse les bras et qu'on se laisse faire. Moi, je vais tout faire pour relancer les Bulls. C'est Ayo Dosunmu. Ayo Dosunmu, son quatrième quart, masterclass. Masterclass absolue. Des hustle play, rebonds offensifs, des ballons volés dans les mains adverses, des lay-ups, des 3 points dans les corners, des transitions, des drives en force où il va chercher le contact et mettre. Il a été extraordinaire. Il a même signé un 7-0 à lui tout seul pour nous ramener de -10 à -3 à genre 2 minutes de la fin et faire en sorte que ce soit un match serré où on ait une opportunité d'aller le chercher. Alors que, en vrai, le score il est ce qu'il est, mais dans les faits, on s'est fait défoncer tout le long. On n'avait rien à faire à être là, à essayer de gagner ce match-là. Mais grâce à Ayo, eh ben on est là. On est là. Sauf que Miami va mieux gérer le chrono, va faire ça de manière très intelligente en faisant des fautes pour nous envoyer au lancer franc, pour tenter deux lancers francs, plutôt que de concéder un panier à 3 points. Donc voilà, il profite aussi d'une glissade d'Okoro pour mettre un lay-up qui les met à +3 avec 4,6 secondes au chrono. Et là, on met un super système en place pour libérer Kobe White à 3 points. Mais comme justement, sur la possession précédente, Miami avait fait faute directe sur le shooter pour pas qu'il ait le temps de prendre un shoot à 3 points et l'envoyer au lancer franc pour qu'il ait que 2 tirs à la place. Là, Kobe White s'est dit, Miami va faire exactement la même chose. Donc il a récupéré le ballon, il reste à peu près 3 secondes. S'il avait pris le temps de poser un dribble, de s'avancer d'un mètre ou... Miami aurait eu le temps de revenir sur lui et faire faute avant qu'il shoot et donc lui donner 2 lancers francs. Donc là, tu pourrais penser qu'il a précipité son shoot, mais en fait, il n'a pas vraiment eu le choix. Parce qu'il prend un tir à 8 mètres, il est totalement démarqué, mais il est à 8 mètres, et il n'a pas vraiment le temps de faire un pas en avant, de s'approcher, essayer de prendre un shoot un peu meilleur. Et du coup, il envoie une bricasse. Mais voilà, c'est aussi parce que Miami a fait les choses de manière intelligente. Et, donc, voilà, Kobe n'a pas vraiment eu le choix, quoi. C'est pas le meilleur shoot possible, mais il n'y avait pas le choix. Et donc il loupe ce shoot qui aurait pu envoyer les deux équipes en prolongation, mais voilà, c'est comme ça. Donc du coup, troisième défaite consécutive. Et c'est vrai que Kobe White, il a quand même passé une sale soirée niveau adresse. Sur ce match-là, il a fini à 2 sur 11, 2 sur 8 à 3 points. Et ça fait plusieurs fois sur les derniers matchs que dans le clutch, c'est pas forcément les meilleurs choix, les meilleurs... tu vois, donc ça a été un peu compliqué de sa part. Après, Kobe White reste un shooter capable de rentrer ce genre de shoot. Il en a rentré plein dans sa carrière. Comme on l'a dit, il est deuxième all-time aux 3 points chez les Bulls. Donc il en a rentré des shoots de loin. Même un bon mètre derrière la ligne, ça lui fait pas peur. Après, tu peux toujours dire, est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de donner ce shoot-là à Kevin Huerter, qui ce soir-là était à 4 sur 9 à 3 points et qui en a mis un contre Boston quelques jours avant. Mais bon, voilà, ça après, c'est les circonstances qui ont fait que. Et puis voilà, j'ai pas de problème avec le fait que ce soit Kobe qui tente ce shoot, malgré le fait qu'il était à 2 sur 10 avant ça. Mais voilà, après, la défense du 8 a été tellement intelligente et forte que
ça a fait qu'il a dû précipiter son shoot, et c'est surtout ça qui était dommageable, quoi. Mais bon, donc, Kobe, il a loupé le shoot, c'est comme ça. Il y a des joueurs qui étaient bien plus mauvais que lui sur ce match-là, et dont un, là, va falloir parler de ce gars, c'est parce que c'est plus possible. Le 44, là, Patrick Williams, c'est juste plus possible, cette arnaque, en fait. C'est juste plus possible. Ces 3 derniers matchs, là, mais c'est absolument infâme. Hein? Les 3 derniers matchs, là, il a cumulé sur ces 3 derniers matchs 41 minutes de temps de jeu, 7 points, 3 sur 11 au tir, 0 sur 6 à 3 points, aucun lancer franc tenté, 4 rebonds, 2 passes décisives, aucun contre, aucune interception, 4 ballons perdus. Terry, en 2 fois moins de minutes sur ces 3 matchs, il a 8 points, 4 rebonds, 2 passes. Et une meilleure adresse à 3 points. Phillips, il a joué que 5 minutes contre Miami. Alors, il a mis un panier à 3 points, mais c'est surtout Terry et Phillips dans l'intensité défensive. C'est juste à des années-lumière de ce que Patrick Williams fait. Comment on peut justifier de donner des minutes à Patrick Williams quand on voit que Terry ou Phillips, avec beaucoup moins de temps de jeu, sont beaucoup plus productifs? Comment? C'est pas parce qu'on a fait la connerie de prolonger Patrick Williams et en lui donnant 90 millions sur 5 ans qu'il faut multiplier cette connerie par 2 en lui donnant du temps de jeu devant des types qu'on cherche à développer et qui produisent plus quand ils jouent. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal du tout. Mais bon, bref. C'est pas moi qui fais les rotations. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Hein, j'y peux rien. Donc, bref, ce soir, on débute un back-to-back sur le parquet de Miami. Giddey, Kobe, Smith, Vucevic sont tous incertains pour ce soir-là. Alors, j'aimerais dire qu'on va voir ce soir si on a la possibilité de faire des ajustements défensifs face au Heat après le match qu'on a fait jeudi, et essayer de gratter au moins un des 2 matchs sur ce road trip, ce qui serait déjà une très bonne chose. Mais si tous ces gars-là sont absents, quelle chance on a? On n'a aucune taille face à Adebayo, Kelly Oubre et les autres, si Vooch et Smith sont pas là. Si Giddey et Kobe sont pas là, en plus de Trey Jones, on n'a aucune création, on n'a pas de main, on n'a rien. On n'a rien. On va sûrement proposer un 5, mais totalement inédit, avec peut-être Ayo, Kevin Huerter, qui aura pas de profondeur de banc. Et on va devoir se farcir 30 minutes de Patrick Williams, 10 de Terry et 3 de Phillips encore. Tu vois? Donc, le match de ce soir, j'ai pas hâte. J'ai pas hâte, en rentrant du taf, de le regarder, je te le dis direct. Peut-être si on a les débuts de Yuki Kawamura, ce serait une bonne chose plutôt que de filer des minutes à Javon Carter. Mais enfin bon, encore une fois, c'est pas moi qui fais les rotations, hein, donc voilà. Mais, si tous ces gars-là sont absents, ça fait beaucoup, beaucoup pour nous. Déjà, Miami, même quand on est au complet, ils arrivent à nous casser les couilles quand même assez régulièrement ces dernières années. Pas seulement en play-in, hein, mais là, avec tous nos absents, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Franchement, si on arrive à en gratter un des 2, chapeau. Donc on va se retrouver lundi ou mardi pour débriefer ce back-to-back. Parce que, si on arrive vraiment à faire quelque chose sur ce back-to-back avec tous ces mecs-là à l'infirmerie, c'est très très fort. Donc on va suivre ça, évidemment. Encore une fois, retrouvez-moi sur mon nouveau Twitter, du coup, parce que j'ai pas le choix. Et on se retrouve lundi, mardi peut-être pour débriefer ce qu'on a vu sur ce back-to-back à Miami qui s'annonce pas simple quand même. Mais donc voilà. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Go Bulls et Derrick Rose, je t'aime. Merci pour tout ce que tu as fait pour cette franchise et pour cette ville. On t'aime tous. Allez les gars, à très bientôt. Ciao Go Bulls.